Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Après la formation des formateurs, la Commission électorale nationale autonome démarre la séance de renforcement des capacités de ses coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants et les points focaux. Cette formation démarrée ce jeudi vise à assurer le bon déroulement du scrutin du dimanche 8 janvier 2023. Pour la Sénat, ce scrutin revêt un enjeu capital et son organisation doit faire objet d'une préparation minutieuse. Le point du lancement de la formation dans ce journal. Et sur le terrain, la ville de Nati Tingo semble se retrouver en marge de la campagne électorale démarrée sur l'ensemble du territoire national depuis près d'une semaine. Pas de mouvement spécial dans la ville et pourtant, dans les autres communes, la fièvre électorale bat déjà son plein. Dans ce journal, nous ferons le point de la campagne dans la première, la 16e et la 21e circonscription électorale. Nous parlerons également agriculture dans ce journal avec la remise de matériel aux agriculteurs et maraîchers des départements du Bénin. C'est une initiative du projet de développement de l'agrobusiness au Bénin dont l'objectif est d'améliorer les conditions de production et le renforcement de la qualité des producteurs de ces filières. Les équipements ont été réceptionnés par les bénéficiaires ce jeudi 29 décembre 2022. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le dimanche 8 janvier 2023, les Béninois seront aux urnes pour élire les 109 députés pour le compte de la 9e législature de l'Assemblée nationale. De son côté, la Commission électorale nationale autonome s'active ardemment pour que ces élections soient un franc succès, pour qu'ils soient inscrits au tableau des exploits démocratiques du Bénin. Après la formation des formateurs, c'est le tour des coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants et les points focaux d'être formés ce jeudi 29 décembre 2022 afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Nous allons suivre. Ils constituent les bras opérationnels de la mise en œuvre de ce qui a été conçu, planifié et élaboré par la Sénat dans la perspective d'un processus électoral réussi. Les coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants et les points focaux désignés au poste d'agents électoraux renforcent leurs capacités en vue des élections législatives du 8 janvier prochain. Ceci conformément au chronogramme de la Sénat. Vous avez une lourde responsabilité dans la réussite du processus électoral et vous devez vous en convaincre et jouer convenablement le rôle qui est le vôtre. Et pour ce faire, il faut que vos capacités soient renforcées. Ces formations en cascade des agents électoraux sont essentielles pour la Sénat, d'autant plus que chaque agent électoral constitue un maillon de la chaîne qui conduit au scrutin et à son dénouement, et qu'une petite défaillance dans l'exécution des tâches à chaque niveau du processus peut entraîner des conséquences graves. Cette formation sera l'occasion pour vous d'acquérir les connaissances nécessaires pour assurer votre office. Selon le chronogramme des élections, 4 activités essentielles concernent la formation des agents électoraux, la formation des formateurs, celle des points focaux, des coordonnateurs d'arrondissement et leurs assistants, et la formation des membres de postes de vote. Les formateurs, organisés en 23 équipes de 3, seront déployés dans les 24 circonscriptions électorales pour assurer une formation de qualité de ces agents devant intervenir dans le scrutin. Nous vous invitons à profiter de cette séance d'échange pour rafraîchir et repréciser vos connaissances, car elles vous seront nécessaires, non seulement pour donner une formation efficace et efficiente aux membres des postes de vote de vos arrondissements respectifs, mais également pour superviser le bon déroulement du scrutin. Ainsi, à l'issue de la formation, munis des matériels et documents électoraux nécessaires, vous rejoindrez vos arrondissements respectifs pour organiser la formation des membres de postes de vote de votre ressort électoral et superviser le déroulement du scrutin. Par conséquent, je vous exhorte à suivre attentivement les formations qui vous seront dispensées par les formateurs que la Sénat a investis de cette mission. Pour renforcer leurs acquis, la Sénat a prévu des communications relatives au rôle et responsabilités des agents électoraux, à la pratique et au remplissage des documents électoraux
à la compilation et à la transmission des résultats et enfin aux infractions électorales et sanctions prévues par le législateur. D'une formation à une autre, toujours dans le cadre des prochaines élections législatives, la Cour constitutionnelle du Bénin va procéder à la formation de ses délégués. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle donne les détails sur les lieux et heures de la formation au profit des délégués suivants. Il est important que ceux qui ont postulé regardent sur ces sites-là, sur le site de la Cour, courconstitutionnelle.bj ou sur la page Facebook de la Cour, ou sur les réseaux sociaux, ou suivre les communiqués, pour d'abord s'assurer qu'ils ont bel et bien été pris. Il ne s'agit pas pour ceux qui ont postulé pour le délégué communal dans telle localité ou délégué d'arrondissement dans telle localité de regarder uniquement dans ces localités-là. Vous pouvez avoir postulé dans une localité donnée et être retenu dans une autre localité. Vous pouvez avoir postulé comme délégué communal et être retenu comme délégué d'arrondissement. Donc il faut regarder la totalité de la liste pour vérifier qu'on est retenu ou pas. Nous avons également tenu à mettre sur cette liste-là une liste de délégués susceptibles de suppléer à ceux qui seront absents. Il faut également regarder cette liste parce que la formation qui aura lieu concerne aussi bien ceux qui ont été nommés que ceux qui sont prévus pour être remplaçants éventuels en cas d'absence. Et donc les formations qui vont se dérouler dans les chefs-lieux de département concerne aussi bien les nommés que ceux qui sont sur la liste complémentaire, la liste prévue pour être suppléant. C'est l'ensemble, c'est les membres de ces deux groupes-là qui vont recevoir la formation. Ils vont être payés pour leur déplacement, leur repas de cette journée de formation. Et ceux qui sont sur la liste complémentaire pourront éventuellement remplacer tel ou tel absent sur la liste de ceux qui ont été réellement nommés. Donc, il est important de ne pas se dire que parce qu'on est sur la liste de suppléants, on ne va pas venir. Tous ceux qui sont sur la liste sont attendus pour la formation. Les formations auront lieu dans les chefs-lieux de département. Et lorsque nous prenons le département du littoral, c'est-à-dire la commune de Cotonou, la formation aura lieu le 3 janvier 2023 à partir de 10 h à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Le département de l'Atlantique, c'est la Maison des Jeunes et de la Culture d'Alada, le 4 janvier 2023 à partir de 10 h. Dans le Mono, c'est l'Institut national supérieur de technologie industrielle, SIUT de l'Okosa, qui recevra les délégués du département du Mono le 3 janvier à 9 h. Dans le département du Koufo, c'est le centre universitaire d'Aplahoué qui recevra les délégués prévus dans ce département le 4 janvier 2023 à 9 h. Dans l'Ouémé, c'est la maison des jeunes de Diegan-Pévi, parce que la maison des jeunes de la culture de Porto Novo est détruite et en reconstruction. Donc c'est la maison des jeunes de Diegan-Pévi. Je vous demande d'insister sur cela pour que les gens ne se perdent pas. Et donc dans l'Ouémé, c'est le 3 janvier à 10 h, la maison des jeunes de Diegan-Pévi. Dans le plateau, c'est la salle de réunion de la mairie de Pobé le 4 janvier à 10 h. Dans le Zou, c'est le centre des jeunes d'Abomey le 3 janvier 2023 à 9 h. Dans les collines, c'est la salle de conférence de la mairie de Dassazoumé le 4 janvier à 9 h. Dans le Borgou, c'est la salle de conférence de la mairie de Parakou le 3 janvier à 10 h. Dans la Libori, c'est la maison des jeunes de la culture de Kandi le 4 janvier 2023 à 10 h. Dans la Takora, c'est la maison des jeunes et de la culture de Natitengu le 3 janvier à 10 h. Et enfin, dans la Donga, c'est la maison des jeunes de la culture de Djougou le 4 janvier à 10 h. Alors, ceux qui ne seront pas présents et à l'heure avec leur pièce d'identité et une photocopie de la pièce d'identité seront systématiquement remplacés puisqu'il y a une liste de remplaçants. Bientôt une semaine que les campagnes ont démarré sur l'étendue du territoire national pour les prochaines élections législatives. Mais la commune de Natitengu semble se retrouver en marge de l'événement. Aucun mouvement spécial à cet effet et les populations ne savent réellement pas la cause de cet état de choses. Les partis politiques ont-ils baissé les bras ou travaillent-ils dans l'ombre? Élément de réponse dans ce reportage signé Régis Hippolyte à Gossou. Pratiquement une semaine après le lancement des campagnes pour les législatives de janvier 2023 et à Natitengu, rien de particulier n'annonce le prochain rendez-vous électoral. Tout est moche. On ne sent même pas qu'il y a élection dans Natitengu. Tout est calme. Souvent c'est mouvementé.
Il y a mouvement partout. On sent déjà qu'il y a élection qui vient. On sait déjà qui prend, qui ne pas prendre. Mais pour cette année-là, tout est calme. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne sens plus, je ne sais pas s'il y a campagne maintenant, jusqu'à 5 juin. C'est pas comme avant, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. À part quelques affiches collées ça et là sur les murs et aux arbres, le citoyen lambda, habitué à une certaine effervescence de par le passé, ne sent rien venir. Même les émigrants, souvent sollicités pour des caravanes, ne voient rien à l'horizon. Pendant les années passées, bon, quand il y a les votes, au moins, on essaie de faire les caravanes pour les partis politiques. Et par ça, nous aussi, on arrive à gagner quelque chose. Mais cette année, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Rien ne bouge. On ne sent même pas, même s'il y a même, c'est-à-dire, les élections au Bénin. Et pourtant, dans les différents états-majors des partis en lice que nous avons sillonnés, chacun dit avoir une stratégie de travail. Le bloc républicain a sa stratégie qui lui est propre. Nous sommes sur le terrain, nous sommes dans les arrondissements. Nous mettons l'accent au niveau des arrondissements. Et au niveau de la ville de Nati Tengou, chaque coordonnateur d'arrondissement est à pied d'œuvre. Nos équipes fonctionnent, travaillent. On est là. Vous savez qu'à l'heure actuelle, chaque formation politique développe ses stratégies. Voilà, nous aussi, nous développons notre stratégie et nos stratégies. FCB est fortement et gravement sur le terrain. Nous, on a choisi d'abord d'aller voir nos contrées de dehors avant de venir en ville. Parce que la ville, c'est un peu du fourre-tout. Aucun parti politique n'a apparemment opté pour les meetings et les caravanes, comme on en a l'habitude. Nous n'avons pas opté pour les grands meetings au niveau de la coordination communale. Nous avons notre stratégie. Il faut faire passer le message et il faut rencontrer nos cellules de base parce que UP, le renouveau, est bien implanté au niveau de la commune de Nati Tengou. C'est lorsque vous n'avez pas le terrain que vous pouvez faire des tapages. Nous connaissons nos fiefs, nous connaissons nos leaders. C'est avec eux que nous échangeons pour leur dire comment ils doivent pouvoir sensibiliser les personnes réticentes. La logique dans laquelle nous nous inscrivons, c'est une logique qui est conforme aux idéaux du parti. Qui n'est pas une logique où on partage de l'argent, où on fait du tapage. Je pense qu'il faut aller vers les communautés à la base. Nous avons installé tout un système aujourd'hui qui nous permet, même si nous ne faisons pas du tapage, d'aller à la rencontre de la population à la base. Quand l'eau est en crue, la vraie crue, ça ne bouillonne pas. C'est tranquille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'eau. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passe pas. Alors, je crois que nous sommes avec le peuple, nous travaillons. Tout contrefait au soir du 8 janvier 2023. En effet, l'on saura quelle stratégie aura convaincu plus d'électeurs dans cette 4e circonscription électorale. Dans la 21e circonscription électorale, Louis-Yves Lavonneau a officiellement mis en branle la machine à gagner de l'Union progressiste Le Renouveau. C'était au cours d'un géant meeting qui a eu pour cadre la gare routière de Banigbe dans la commune d'Ifani. Le point avec Emma Rodono. Louis-Yves Lavonneau, candidat tête de liste de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 21e circonscription électorale pour les élections législatives, ainsi que tous les autres candidats et leurs suppléants, face aux populations de Banigbe dans la commune d'Ifani. Ce géant meeting consacre le lancement officiel de la campagne de cette tête d'affiche de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 21e circonscription électorale. Ici, les objectifs à atteindre sont clairs et rappelés aux populations. Il y a exactement 4 ans, nous nous sommes retrouvés ici, en ce même lieu, pour lancer la campagne législative 2019. Et l'objectif qu'on avait fixé est largement atteint à la fin des élections. Nous nous voyons encore 4 ans aujourd'hui pour dire que nous sommes partis pour prendre les 4 députés de la 21e circonscription électorale. Je le dis parce que Sakété est bien représenté ici. Je le dis parce que Adjawe est bien représenté ici. Et je le dis parce que nous sommes à Ifani, carrefour des 1000 merveilles. Le soir du 8 janvier 2023, je vous rassure,
que nous prenons les cartes. Pour le président Louis Vlavonou, le mot d'ordre est simple. Il appelle les populations à porter massivement leur choix sur l'Union progressiste Le Renouveau le 8 janvier prochain pour que se poursuive la dynamique de développement enclenchée depuis 2016. Que nous prenions des lois pour que les enfants soient fidélisés à l'école, est-ce que c'est mauvais ça? Est-ce que lorsque la femme aujourd'hui peut aller à l'hôpital, trouver le médecin, la sage-femme, l'infirmier, à plein temps qui travaille sans grève, est-ce que c'est une mauvaise chose ça là? Aujourd'hui, vous pouvez sortir et aller n'importe où. On vous respecte. Parce que la sécurité aujourd'hui y est. L'insécurité a été bannie alors que nous sommes dans une zone chrysogène. Ils disent qu'ils veulent venir pour restaurer encore tout cela. Est-ce que nous allons leur permettre cela? Est-ce que nous allons leur permettre cela? L'opposition qui va arriver pour restaurer tout cela, cette opposition-là ne vous aime pas. Louis Vlavonou et les siens viennent ainsi de lancer la machine à gagner dans la 21e circonscription électorale et au soir du 8 janvier, ils comptent ramener dans l'escarcelle de l'Union progressiste Le Renouveau les 4 sièges en jeu dans cette circonscription électorale. Et pendant ce temps, le président du parti Union progressiste Le Renouveau rencontre les militants et sympathisants du 10e arrondissement de Cotonou. La descente s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du parti afin de convaincre les électeurs à voter le Baobab le 8 janvier 2023 pour plus de députés à l'Assemblée nationale. Ceci pour le compte de la 16e circonscription électorale. Clément Tchadé pour les détails. Des échanges directs entre candidats du parti Union progressiste Le Renouveau et électeurs de la 16e circonscription électorale. Et pour assurer le service de présentation de l'offre politique, le président national du parti lui-même a effectué le déplacement du 10e arrondissement de Cotonou, ici au quartier Zogbo. Et face aux candidats en lice et leurs suppléants, la masse électorale venue écouter les aspirants députés qui sollicitent son suffrage pour le compte de la 9e législature. Après ces explications de l'actuel maire de Cotonou, leader du parti, le ministre candidat Osvaldo Meki va à son tour attirer l'attention des populations sur la désinformation qui coule les rues en cette période électorale. Pour lui, l'heure n'est pas aux agitations, mais plutôt à l'action. Et le seul mandat sera un retour social. Sinon, il y a un contrôle. Le 8 janvier prochain, le dimanche 8 janvier prochain, votez pour le renouveau, c'est-à-dire pour le Baobab. Cette étape de Zogbo a été un moment de vérité entre électeurs massivement mobilisés et les candidats du parti Baobab. Le président Diogbenou en a saisi l'occasion pour expliquer aux populations du 10e arrondissement les retombées qu'elles peuvent obtenir une fois les candidats de son parti au Parlement. La délégation du parti Union progressiste Le Renouveau promet revenir avant le jour du vote. Après cette étape des Zogbo, cap a été mis sur Fifadji et d'autres quartiers de la ville de Cotonou. Et dans la première circonscription électorale, les membres du parti UPR de Malanville poursuivent leur campagne électorale sur le terrain. Une semaine après le démarrage de la campagne électorale, ils maintiennent le cap dans les rencontres avec les populations à la base. Ils comptent ratisser large au soir du 8 janvier 2023 en raflant les 4 sièges de la première circonscription électorale. Suivant.
L'Union progressiste Le Renouveau, UPR, de la première circonscription électorale, après sa première grande sortie politique, continue de multiplier les stratégies pour attirer le plus grand nombre d'électeurs. Je vais faire les 5 arrondissements de Karimama avant qu'on se retrouve à Kandi pour le week-end, pour faire une grande mobilisation et ratisser large. Au 6e jour de cette campagne électorale, l'ambiance est toujours celle des grands jours au siège de campagne, ici à Malanville. Pour Issa Salifou, l'un des candidats tête de liste UPR de la première circonscription électorale, les descentes vont se poursuivre jusqu'à la fin de la campagne. L'Union progressiste est actuellement le plus grand parti et nous voulons vraiment le demeurer. Notre objectif vraiment c'est de prendre le maximum de députés pour rester maître dans la 9e législature. Et comme ça, nous pourrons apporter une contribution pour le chef de l'État. Nous pourrons continuer par le soutenir par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. Je vais profiter de cette occasion pour appeler la jeunesse de ma localité, de la première circonscription électorale surtout, de le concret avec nous. Je crois qu'il faut qu'il vote utile. Et pour moi, le vote utile, c'est l'Union progressiste. Il faut retenir que l'objectif premier du parti UPR dans la première circonscription électorale est de rafler les 4 sièges désormais disponibles selon le code électoral. Et toujours dans la perspective des prochaines élections législatives, l'Union progressiste Le Renouveau vient de récupérer à son actif l'ancien député Ayouba Sani, désormais membre actif du parti du Baobab auréolé d'arc-en-ciel. Le nouveau membre de l'UPR explique les vraies raisons de son départ du bloc républicain. L'acteur politique entend tout mettre en œuvre pour garantir les 4 sièges au parti du Baobab dans la première circonscription électorale. Nous allons suivre ses explications. J'ai décidé travailler avec UPR Le Renouveau. Il se fait que dans le groupe du BR, il y avait une mésentente entre nous et notre leader Bako, qui a voulu s'imposer à nos dits. Et il avait gardé rancune jusqu'à le jour de positionnement des candidats. Non seulement que il a querelle, il ne nous a pas appelé, il est parti s'asseoir seul, il fait sa liste. Même s'il avait problème entre nous, je pense qu'il allait composer avec nous, au moins pour qu'on sache qu'il connaît notre valeur. Il nous a écartés et moi, personnellement, j'ai pris position parce que je connais ma force de frappe dans la commune de Malanville. Il a voulu m'enterrer vivant. C'est ça qui a fait que j'ai quitté BR pour rejoindre UPR. Et je suis très fier d'être UPR aujourd'hui. Et je suis dans le combat. Sinon, la campagne est ouverte. Les gens sur le terrain ont constaté nos mouvements. Et les gens ont apprécié que vraiment, cette année, s'il plaît à Dieu, l'UPR fera le chaos. Sans le chaos, ça veut dire que mon adhésion à UPR n'a rien fait. Dans un tout autre registre à présent, l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC a organisé ce mardi 28 décembre 2022 un workshop avec les élus communaux des départements de l'Atlantique et du littoral, ainsi que les acteurs de la société civile. La rencontre a eu lieu à Cotonou et servira de cadre d'échange sur les questions de gouvernance locale, notamment le renforcement du contrôle citoyen et la gestion des finances communales. Reportage. Le parcours a commencé à Kandi. Aujourd'hui, l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC réunit à Cotonou les élus communaux des départements de l'Atlantique et du littoral et les acteurs de la société civile. Cette rencontre vient après celle de Parakou et de Nati Tengou.
C'est un projet pour le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Il est important d'insister sur le fait que le législateur et l'exécutif ont contribué à donner corps à l'essentiel des règles qui devraient avoir pour finalité de permettre d'aboutir à une véritable bonne gouvernance locale. Cependant, nos communes sont confrontées toujours aux difficultés qui ne garantissent pas une meilleure visibilité, mais également une meilleure implication des populations, mais aussi et surtout une meilleure reddition des comptes. Pour l'étape de Cotonou, 2 communications ont meublé les échanges. L'objectif est d'aboutir à une gestion transparente des communes afin de répondre efficacement aux enjeux du développement à la base. Les thèmes des discussions ont porté sur la gestion des finances communales d'une part et d'autre part sur le contrôle citoyen à travers la participation des organisations de la société civile. Pour renforcer le contrôle citoyen de l'action publique, il faut qu'il y ait un dialogue responsable, continu entre les différents acteurs, les populations, donc les organisations de la société civile, les élus locaux et locaux, et aussi le secteur privé. Le projet de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation de l'ABDC vise la bonne gestion des affaires publiques au niveau local. Il s'étend sur 7 mois. Les recteurs des 4 universités publiques du Bénin étaient en conclave ce mardi. C'était la faveur de la 2e édition de la rencontre annuelle des recteurs. Une activité tenue à l'université de Parakou est placée sous la houlette de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif de cette rencontre, qui est une initiative de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, est d'échanger et d'harmoniser les points de vue sur les défis auxquels sont confrontées aujourd'hui les universités publiques béninoises. Reportage. Dans cette salle 22 de l'université de Parakou sont réunis des sommités de l'enseignement supérieur au Bénin. Recteurs, cadres du ministère, membres des équipes rectorales, ainsi que doyens et directeurs des unités de formation et de recherche des 4 universités publiques. Ils réfléchissent autour du thème, citation, les universités et leur positionnement dans les grandes orientations stratégiques du gouvernement, fin de citation. Cette rencontre, qui est ce cadre important, a donc pour objectif de favoriser les échanges entre la Direction générale de l'enseignement supérieur et les universités en vue de mener des réflexions autour des sujets communs et de faciliter la mise en œuvre d'actions communes au bénéfice de l'ensemble des universités. En clair, la rencontre annuelle des recteurs est un cadre d'échange et de concertation pour débattre des grandes questions liées aux universités publiques, de même que les orientations envisagées afin d'améliorer la gouvernance universitaire de façon générale. La Direction générale de l'enseignement supérieur était sur le point d'abandonner cette activité majeure, car aucune condition n'était réunie pour l'organiser à Cotonou et avant le 30 novembre 2022. Grâce à la détermination de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette activité se tient non seulement ce jour, mais aussi à Parakou comme initialement prévu. Je saisis cette occasion pour remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour son leadership et pour tout le travail abattu à la tête de notre ministère. Plusieurs communications sont présentées au cours de cette rencontre qui s'est déroulée aussi en visioconférence. Les conclusions issues des échanges permettront de prendre des décisions susceptibles d'impacter significativement la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les universités publiques béninoises. Le thème central de la présente rencontre, intitulé « Les universités et leur positionnement dans les grandes orientations stratégiques du gouvernement » est choisi à juste titre. À cet effet, je ne doute pas des valeurs incarnées par vos différentes équipes et vos ambitions pour impacter nos communautés par vos actions. Les 4 universités publiques du Bénin, depuis l'adoption en 2016 de la nouvelle carte universitaire, sont l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou, l'université nationale d'agriculture de Kétou
et l'Université nationale des sciences et technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Je l'annonçais en début d'édition, remise de matériel agricole aux agriculteurs et maraîchers des départements du Bénin. Le geste émane du projet de développement de l'agrobusiness au Bénin dont l'objectif est d'améliorer les conditions de production et le renforcement de la qualité des producteurs de ces filières. Les équipements ont été réceptionnés par les bénéficiaires ce jeudi 29 décembre 2022 au Centre Agro-Promo Plus de Togba. C'est à Abomey-Calavi. Reportage. 750 cages de batteries de 120 sujets présentés ici sont destinés à 23 éleveurs de poules pondeuses des départements du Bénin. Accompagnés de 2 serres agricoles de 500 mètres carrés chacune pour 2 semenciers en maraîchage, ces matériels agricoles sont offerts dans le cadre du projet de développement de l'agrobusiness au Bénin. Un projet de l'État béninois en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement indien à travers la coopération Sud-Sud. Par cet appui, les autorités entendent améliorer les conditions de production des acteurs de ces filières prioritaires au plan national. Tous ces équipements modernes qui seront mis à notre disposition pour améliorer les capacités de production de nos exploitations et améliorer en même temps notre productivité, viennent également renforcer la compétitivité de nos produits sur le marché. Démarré en 2018, le projet de développement de l'agrobusiness au Bénin a pour ambition de promouvoir la création d'emplois en multipliant des entreprises agricoles viables pour les jeunes et les femmes. En 4 années de mise en œuvre, près de 10 000 agro-entrepreneurs en activité dans divers secteurs agricoles ont été impactés. Je voudrais saluer l'initiative de remise d'équipements de ce jour, car c'est une véritable opportunité qui vous est offerte pour aborder avec détermination les défis de vos entreprises. Elle constitue également pour nous, le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement, une stratégie pour relever le défi de l'emploi des jeunes et des femmes dans le secteur de l'agriculture. Avec cet appui du gouvernement, vous êtes désormais en mesure de produire des œufs respectant les normes les plus exigeantes et de conquérir tout marché, y inclus les supermarchés les plus huppés de la place. Quant aux desserts, leur mise en place va résoudre un problème crucial de manque de semences certifiées au niveau du maillon de la production de semences des produits maraîchers. Les bénéficiaires de ces serres constitueront à coup sûr des écoles pour le reste des acteurs de la filière maraîchère dans notre pays. À travers l'acquisition de ces matériels de production, le projet de développement de l'agrobusiness au Bénin accompagne l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 dans son rôle de facilitation d'accès aux intrants agricoles, aux équipements de qualité indispensables au bon développement des filières et à l'amélioration de la productivité des exploitations, sans oublier l'accès des produits agricoles au marché. Dans le même registre, les producteurs de riz de Malanville et de Karimaman verront bientôt leur peine soulagée dans leurs activités rizicoles et pour cause, ils vont bientôt bénéficier de machines agricoles pour exercer plus aisément et augmenter le taux de production annuel. Ceci a été possible grâce au député Salifou Issa avec le leadership du chef de l'État Patrice Talon. C'est un reportage signé Stanislas Fernand Lanlezet. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs de riz de Malanville et de Karimaman. Grâce à la volonté manifeste du chef de l'État Patrice Talon, ils bénéficient désormais de plusieurs engins agricoles pour mener convenablement et de la manière la plus moderne possible leurs activités agricoles. Nous avons 100 motoculteurs qui sont déjà là, on a 100 tracteurs qui vont être là, on a près de 7000 motopompes, on a des engrais, on a plein de choses pour vraiment soulager nos populations qui produisent beaucoup de riz. Et nous avons aussi un plan pour le maïs et tout ce qui est aujourd'hui exporté en grande partie pour le Niger et le Nigeria. Ces machines, déjà réceptionnées, séjournent à Malanville en attente d'être mises à la disposition des bénéficiaires. Les paysans de cette localité vont quitter la roue
pour travailler avec des machines. Cette année, Manaville et Karimama ont produit près de 600 000 tonnes de riz et qu'une grande partie de ce riz est exportée vers le Nigeria. C'est pourquoi, très ému par cet acte du président de la République, l'honorable Salifou Issa, natif de la localité, n'a pas manqué d'adresser sa satisfaction à Patrice Talon et à ses ministres, notamment ceux de l'agriculture et des finances. Grand merci au chef de l'État qui nous a permis de pouvoir assister les producteurs du riz de Manaville et de Karimama en termes de motoculteurs que vous voyez ici. Ces machines, issues d'un projet de plusieurs milliards de nos francs, permettront à notre pays de booster davantage le taux de production du riz. La population de Manaville, ceux qui produisent le riz, je peux dire les 60% produisent, c'est les producteurs de riz. Ils vont doubler l'effort pour produire le riz dans la commune de Manaville. Moi qui produis le riz, je fais au moins 900, 800 sacs par an, avec mes propres moyens. Aujourd'hui, honorable Issa Salifou nous a facilité tout. Je pense que cette année, je vais produire au moins plus de 1500 sacs. L'honorable Ayouba est un grand producteur du riz, pour ceux qui ne savent pas. Il est un des meilleurs producteurs du riz de la commune de Manaville. Donc c'est très important que les gens le sachent. La manière dont il faisait le travail avant et ce qu'il va faire désormais, avec tout ce matériel qui est là, je crois que si l'honorable ne double pas sa production, il va le tripler. Parce qu'il est un des grands producteurs du riz. Je peux aller plus loin en disant que la majorité des producteurs du riz de Manaville et de Karimama vont pouvoir aller du simple au double en termes de production. Parce que bientôt, ils vont laisser les charrettes, ils vont laisser la houe, ils vont prendre ces machines que vous voyez ici pour maintenant mécaniser l'agriculture. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.